web et mobile sur mesure. On se spécialise sur la création donc, de produits et on aide donc les business à démarrer et à perdurer en transformant leur vision en un produit web ou mobile qui change la donne. Voilà, je vais passer un petit peu l'intro pour arriver directement au contenu. Voilà. Donc, ce premier épisode d'aujourd'hui, il fait partie d'un épisode dédié donc à l'architecture qui va être composé de 4 épisodes. Donc, le premier, c'est l'introduction à l'archi et à la cleanarchy, comme je viens de vous le dire, qui sera suivi de 3 autres épisodes. Le deuxième qui sera consacré au CQRS et Units of Work. Donc, comment mettre à profit le Common Query Pattern et ce que c'est, surtout ce que ça comprend. Le troisième, donc Presenters versus View Model Transformers, donc des use cases agnostiques donc de la présentation. Et le quatrième, REST et Cleanarchy, comment est-ce qu'en fait on va de manière très pragmatique travailler en REST et en Cleanarchy, puisque bien entendu c'est le, le cœur de métier de pas mal de développeurs aujourd'hui, parce que quasiment tout se retourne sur des applis web. Hop. Est-ce qu'on a peut-être une petite télécommande ou un truc dans le genre ou non? C'est pas grave. D'accord, cool. Ok, donc l'épisode d'aujourd'hui va être séparé en 5 parties. Le premier, ça va être donc, c'est quoi l'architecture? Donc, on va essayer de définir ensemble, essayer de comprendre ce que c'est que l'architecture dans son sens large et l'architecture logicielle. Le deuxième, on va essayer de définir un projet type, un projet à mon avis qu'on a tous vu dans notre vie, avec ce que ça comprend en bien et en mal. Quelles sont les erreurs qu'on commet quand on travaille sur un projet, quand on va travailler sur une appli, sur un produit? Donc, identifier les problèmes et les causes d'un projet en fait qui va devenir en fait legacy et qui va être non fiable et qui va se poser des soucis. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Et comment est-ce qu'on va faire pour mettre en place tout ça? Et puis, live coding, ce ne sera pas pour aujourd'hui, bien entendu. C'était en fait pour l'épisode de ce webinaire qui a eu lieu il y a quelques mois. Mais on regardera quand même en fait une base de code ensemble qui a été committée spécifiquement en fait pour cette série dédiée à l'architecture. Voilà, voilà. Alors, je suis pas habitué au micro. Est-ce qu'on m'entend correctement? Ça va? Je suis pas trop près, trop loin. C'est bon? Ok, cool. Je me mets pas à chanter parce que je pense pas tout le monde va rester, mais ok. Donc, qu'est-ce que c'est que l'architecture? Bon, alors, évidemment, l'architecture, dans son sens le plus large, c'est donc l'architecture, c'est l'art de concevoir des bâtiments. Donc, en informatique, l'architecture, c'est l'expertise de concevoir des logiciels. Pourquoi est-ce que l'architecture logicielle est si importante? En fait, exactement comme pour un bâtiment qui doit être robuste, qui doit durer dans le temps, eh ben, une application, elle aussi, doit être solide, doit être robuste et doit faire preuve de pérennité, en fait. L'objectif ultime, le pourquoi, c'est de livrer un produit qui va être fiable et économique au client. Voilà. Pour être un peu plus, rentrer un peu plus dans le sujet, il y a pas mal de livres consacrés en fait à l'architecture logicielle. Il y en a un en particulier que je vous conseille vraiment de lire, euh, qui s'appelle. C'est un livre qui a été écrit par Eric Gama. Eric Gama, qu'on appelle aussi le gang des quatre parce qu'il y a eu 3 autres intervenants sur ce livre, et qui s'appelle Design Patterns, donc éléments de réutilisation pour la programmation orientée objet. Et dans ce bouquin, je vous le conseille vraiment parce il est super important. Il va faire le lien en fait entre l'architecture logicielle et l'architecture au sens traditionnel du terme, avec en fait l'invention des patrons d'architecture et de pourquoi en fait ça a été inventé. C'est important de comprendre ça dans le sens où aujourd'hui en fait en tant que développeur, on est on a quand même la chance d'avoir eu des dizaines d'années de développeurs avant nous qui ont eu une expérience et qui ont fait face en fait à des problèmes. Et pour répondre à ces problèmes, on a en fait ce qu'on appelle des patterns. On a des patrons d'architecture logicielle et c'est là-dessus qu'il va falloir se baser sur notre quotidien
pour bosser efficacement, en fait. La qualité d'un projet, et d'ailleurs, c'est dans le bouquin, c'est ce qu'il dit, la qualité d'un projet, on peut souvent la mesurer avec le nombre de patterns qui vont être utilisés, en fait, dans le projet. Et c'est super important. Voilà. Donc, on va essayer de voir ensemble un petit projet type. Ce que je vais vous montrer là, ce sont des charts qui ont été pris en fait d'un livre qui a été écrit par Uncle Bob. Est-ce que vous connaissez tous Uncle Bob Yes, ok, cool. Ça a été repris de son livre et en fait, ce sont des charts qui vont donner un peu une idée du projet type, d'un projet type dans l'IT et de comment en fait il a évolué. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que on voit en fait, on voit le nombre d'ingénieurs. Donc chaque colonne va représenter en fait une release majeure du produit et on voit en fait le nombre d'ingénieurs qui ont été mobilisés en fait sur chaque release. On voit qu'il y a une exponentielle, qu'il y a une augmentation qui est assez incroyable. Et à première vue, on peut se dire que c'est un produit qui cartonne parce que forcément, s'il y a autant de développeurs derrière, c'est que bah, forcément ça marche très bien. Sauf qu'en réalité, si on regarde un petit peu après, on voit en fait que la taille du produit, donc le count line of code, donc la taille du nombre de lignes de code sur le produit, en fait, tout doucement, va commencer à stagner. C'est-à-dire qu'on voit déjà entre la deuxième et troisième release, on commence à être moins productif. Et puis, très concrètement, à partir de la cinquième release, il y a quasiment plus rien qui est produit. Donc, en gros, il y a un plateau des fonctionnalités. Si on regarde ça sous un autre angle, donc on peut regarder le coût par ligne de code qui devient complètement démesuré. Et pour cause, donc là c'est la productivité, on voit que c'est en chute libre. Donc ça, en fait, tous ces chiffres-là, ça va être des indicateurs que le projet en fait est devenu, que l'appli est devenu legacy. Qui ici a déjà connu des projets legacy au sens vraiment péjoratif du terme? Avec, je m'y attendais. On a tous connu ça. Bon. Bon, et il s'avère que on va parler de dette technique. On connaît tous ce mot. Il y a une grosse dette technique sur ce projet. Et en réalité, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on attend, pour dire il faut commencer à rembourser cette dette technique, on attend le jour où c'est plus possible, en fait. Où la rembourser devient impossible et on est en banqueroute totale. C'est la faillite logicielle. Et du coup, ça va devenir impossible à résorber. Les impacts côté utilisateur, ça va être quoi? Bon, forcément, expérience utilisateur va être complètement dégradée parce qu'on a des bugs. Donc déjà, là, c'est problématique. On va avoir des ruptures de service, plateau des fonctionnalités, comme je vous l'ai dit. Et puis, on peut avoir, dans certains cas, des accidents qui sont un peu plus dramatiques. Alors là, je vous en ai listé quelques-uns. On a des fuites de données clients. Je vous donne un exemple. On est sur un projet où monter de version un framework est impossible parce qu'on n'a pas de test, parce que voilà. Et le framework, c'est une ancienne version qui a plein de trous dans la raquette niveau sécurité. On ne peut pas monter de version. Pareil pour potentiellement une base de données. Bah, potentiellement, on s'expose à des attaques et ça peut donner ça peut donner à des résultats des fuites de données. Perte de données, pareil. Et puis dans les cas les plus graves, il peut y avoir des accidents mortels. Alors, en développement web, je pense qu'on est à l'abri. Mais pour des projets où, encore une fois, on n'est plus dans du dev business, on n'est plus dans du dev métier, ça va être de l'informatique embarquée, mais c'est quand même le monde de l'informatique. Il y a des accidents mortels. Je peux vous donner un exemple, ça va être le missile Patriot. Missile Patriot, je crois que c'est dans les années 90 ou 2000. Bug logiciel et du coup, il y a un certain nombre de soldats qui sont morts à cause de ça. On a des freins aujourd'hui, toutes les voitures sont électroniques, donc on a des freins qui à un moment vont pas marcher, ou l'accélérateur la voiture qui se met à accélérer. Ça, c'est des bugs informatiques. Donc ça peut être potentiellement embêtant. Ok,
Quel impact côté business? Bon, bah là, forcément, on se doute qu'on n'est pas au top. Quand on est sur un produit qui commence à se dégrader, bon, bah, c'est de la perte, 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 perte. Hein. En gros, c'est de la perte d'argent, c'est de la perte de productivité, et puis surtout, en fait, de la compétitivité, puisque sur un marché où on a des compétiteurs qui, eux, sont en mesure de livrer en fait de nouvelles fonctionnalités pour répondre à des vrais besoins. C'est ce qui est important pour répondre à des vrais besoins d'utilisateurs. On va plus être en mesure de le faire et ça devient un vrai problème pour une entreprise dont le cœur de métier se base en fait sur l'informatique. Forcément, on va avoir des départs de dev. C'est un truc hyper fréquent en fait. Quand on a des gros projets legacy où naviguer dans le projet devient vraiment painful et je pense qu'on a tous connu ça à un moment de notre vie, voilà. Ben, on n'a qu'une envie, c'est de partir parce que arriver au boulot voilà, pour travailler, pour faire des rustines toute la journée, c'est vrai que c'est pas top. Et puis parfois, on a des responsabilités légales engagées, hein, parce que comme je vous l'ai dit, si on a des pertes de données clients, des fuites de données, etc., ça peut être potentiellement vraiment pour une entreprise assez grave. Donc, voilà. Quel impact côté développeur? Ok. Bon, bah forcément, le stress, l'angoisse de travailler sur le projet. Perso, c'est un truc que j'ai vécu. Et je suis content en fait de l'avoir vécu. C'est-à-dire que je pense que si j'avais pas connu le projet que j'ai en tête là, quand je pense à ça, je ne serais pas devenu le développeur que je suis aujourd'hui. Donc, je suis content de l'avoir connu parce que je ne veux plus jamais connaître ça. Euh, mais forcément, on n'a pas envie de bosser dessus. On fait un travail qui a peu d'intérêt. Et parfois, on peut se remettre en question sur est-ce que vraiment j'aime le développement, ce qui arrive assez fréquemment, malheureusement. Euh, est-ce qu'il y a que des devs ici ou est-ce qu'il y a des PM, D'accord, cool. Oui, non, je sais que vous n'êtes pas dev. Et du coup, côté PM, bah forcément, ça vous impacte aussi en fait. Bah parce que la com avec le client ou la direction ou le métier va devenir plus compliqué. Et que forcément, quand on prévoit des dates de release, et les estimes, c'est quelque chose, c'est un sujet à part entière, mais quand on prévoit des dates de release, mais parce qu'une application est buggée, qu'on n'est pas en mesure de livrer ce qu'il faut à temps, bah, ça crée forcément des tensions sur le long terme. Et puis, on n'a plus de visibilité sur le projet, sur les roadmaps qui deviennent compliqués en fait qui deviennent compliqués à gérer. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si on devait résumer? Donc, au fur et à mesure en fait que l'application s'est enrichie fonctionnellement ou a évolué techniquement, bah, elle est devenue de plus en plus instable, difficile et coûteuse à maintenir. Et donc, les conséquences, bah, c'est quand on constate que le coût de cette maintenance n'est plus supportable, qu'on commence à parler de refonte applicative, en pensant à tort que ça va régler les problèmes. Ça, c'est assez typique. Qui ici a déjà dit non, non, mais c'est trop, c'est trop, on peut pas, il faut tout reprendre de zéro. Qui a déjà eu ce réflexe de penser ça? Ok. D'accord. C'est pas la solution. C'est pas la solution. Pourquoi? Euh, Très souvent, quand on part de ce principe, c'est qu'on pense qu'avec la nouvelle application, on va régler tous les problèmes, alors qu'on ne les a pas nécessairement identifiés à la base. Ça, c'est un premier souci. Il y a un deuxième souci, et là, c'est pas nécessairement en rapport avec la clean archi, mais voilà, on est dans un format un peu plus libre qu'un webinar, donc mais très souvent, on va avoir en fait, on va être excité par un nouveau pattern, une nouvelle techno, on va dire ah c'est super, c'est le truc du moment, ou alors ah c'est génial, ça va régler tous nos problèmes. Et en fait, quand on va arriver dans le vif du sujet, quand on va commencer à développer les dessus, on va se rendre compte qu'au final, ça crée d'autres problèmes qu'on va pas être en mesure de régler et qui vont potentiellement encore plus nous handicaper. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Eric Evans. Eric Evans, c'est le père du DDD, Domain Driven Design. Et il a dit un truc assez cool, où c'était Udi Dahan. Enfin, ils sont un peu tous, il y a un groupe comme ça de gars qui sont dans le DDD. Il y a Udi Dahan, Eric Evans, etc. Mais euh, il parlait en fait de l'event sourcing. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'event sourcing ou qui connaît l'event sourcing ici? Ok. Event, ouais.
Yes. Donc l'event sourcing, en fait, c'est une architecture qui va être basée sur donc, des événements. Contrairement à l'EDA, donc Event Driven Architecture, qui en fait n'implique pas que des événements soient distribués sur un réseau, l'event sourcing, c'est vraiment une architecture, souvent à base de microservices, qui va se baser sur la publication d'événements, donc la publication d'événements sur un réseau et qui va être partagé. Donc c'est du publish subscribe en fait, donc qui va être utilisé sur le réseau par les autres microservices. Et il y a beaucoup de boîtes à un moment qui se sont dit mais c'est génial, ça, c'est super, ça va régler tous nos problèmes. Et en fait non, parce que en réalité derrière il y a d'autres problématiques et il faut acquérir d'autres compétences. Et si on n'a pas les deux, et ben en fait on va se retrouver exactement dans la même situation. Voilà. Quand on parle de refonte, il y a quelque chose quand même d'assez étrange. C'est que très souvent, on va en fait refaire exactement la même application avec les mêmes fonctionnalités et dans une DSI, on va accepter de repayer pour exactement la même chose. Je veux pouvoir commander, je sais pas, un truc, sur un site en ligne. On voit qu'au bout d'un moment, la plateforme commence à peiner, pour gérer les commandes, commence à peiner pour gérer les nouvelles fonctionnalités. On se dit: «OK, on refait tout» et en fait, on va tout redévelopper pour refaire des commandes et on va passer un temps fou pour exactement les mêmes choses. Hem, donc comme je vous le disais, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes erreurs et quelques années plus tard, on va reparler à nouveau d'une refonte. Voilà. OK. Donc les erreurs en question, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait que, en fait, on en est arrivé là? OK. Il y a la qualité du code, bien entendu, c'est hyper important, mais il y a pas que ça. En réalité, il y a aussi toute la partie méthodo qui est hyper importante. Très souvent, quand on va développer une appli, et c'est ce que je constate, sur quasiment tous les projets, c'est que les intentions utilisateurs sont souvent mal identifiées. On challenge pas les intentions utilisateurs et en réalité, on va pas répondre à des vraies problématiques et ça, c'est un souci. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement un métier qui va vous dire, «Oui, alors on a besoin de faire telle chose», il va pas vous dire pourquoi et en général, là, on va perdre du temps dans les devs parce qu'on développe un truc qui sert à rien, de 1. De 2, potentiellement, ça va être mal développé. Ça va nous potentiellement nous pousser vers une architecture qui est pas du tout celle qui aurait dû être adoptée. Et de 3, ça coûte de l'argent pour rien. Donc il y a vraiment toute la partie méthodo. Les user stories, donc les technicals qui sont mal ou pas rédigés, les règles métiers, les critères d'acceptation qui sont absents ou encore une fois qui sont pas complets. Il faut savoir que sans règles métiers claires, sans critères d'acceptation, vous devriez dire non à une feature. Très clairement, moi, c'est le genre de truc, mais c'est bizarre, hein, mais si je tombe sur, en fait, si on me demande de dev un truc, que je n'ai pas les règles, alors je vais aller les glaner parce que c'est mon métier de dev aussi, à un moment, faut pouvoir bosser. Mais si vous tombez sur un ticket, sur une feature, où vous n'avez pas de règles, vous n'avez pas de critères d'acceptation, il ne faut pas commencer à travailler. Parce que vous vous dites, OK, je vais commencer à bosser dessus et je verrai en chemin. Sauf qu'en chemin, bah, vous allez louper vos comportements. Vous n'allez pas pouvoir faire vos tests parce que vous n'avez pas de critères d'acceptation. Quand vous allez virer votre feature, vous allez voir que ben, ça va pas du tout répondre aux besoins et on va repartir sur un cycle où, en fait, vous allez refaire votre développement 3-4 fois, heu, jusqu'à arriver au résultat demandé. Très souvent aussi, on a un silotage des devs et du métier. Ça, c'est un gros problème, dans le sens où, en fait, alors il y a Uncle Bob qui en parle très, très bien, qui dit qu'à la fin, au final, le code sort des doigts des développeurs et c'est vrai. Heu Le développeur doit vraiment avoir une parfaite maîtrise du métier. Si le développeur ne comprend pas parfaitement le métier, le produit qui sortira ne sera pas l'attendu. C'est une certitude. Heu, on l'abordera dans un autre talk, mais une des disciplines qui fait justement qu'on peut, avoir une bonne approche de
la compréhension métier dans le dev, c'est justement le DDD, donc le Domain Driven Design. On l'abordera en fait un petit peu au prochain épisode avec le CQRS. Mais c'est vraiment c'est une approche qui va vous pousser justement en fait à intégrer cette compréhension métier dans vos développements. Et donc, comme je disais, le manque de méthodo, bien entendu. Hop. Donc là, on va arriver sur des choses un peu plus tech, un peu plus précises. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça, je suis assez clair? C'est ouais? OK, cool. Donc là, on arrive vraiment sur la partie dev. Donc là, on a vu que c'était potentiellement un petit peu avant tout ce qui était en rapport avec un projet de manière générale. Et là, ça va plus être la partie dev. Et ce que je vais vous lister là, c'est le genre de choses que je constate sur quasiment tous les projets en fait, quasiment tous les projets que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Premier truc, violation des paradigmes de programmation. Ça, c'est le truc classique. Donc en fait, quand on programme en programmation orientée objet ou en fonctionnel, procédural, c'est des paradigmes qui répondent à des règles. Et ces règles-là, on ne doit jamais les violer. C'est vraiment aujourd'hui le truc le plus basique et le plus typique, et pourtant qu'on rencontre sur à peu près tous les projets en IT. Violation des principes solides. Qui a déjà entendu parler des principes solides ici? Cool, cool, génial, super. Donc violation des principes solides, on abordera un petit peu ça, on abordera ça un petit peu plus tard dans la presse, mais grosso modo, ça va être single responsibility principle, open close principle, leak substitution principle, interface segregation principle et DIP dependency injection principle. Donc c'est les 5 là, et ces 5 là, on doit au final les maîtriser à la perfection parce qu'ils sont fondamentaux. En fait, c'est les piliers de votre archi. Sans ça, vous pouvez être certain qu'à un moment, si vous respectez pas ça en fait, vous pouvez être certain qu'à un moment, vous allez avoir des soucis au niveau de votre code. Couplage entre le métier et le détail d'implémentation. Alors là, ça commence déjà à rentrer dans un truc un peu plus précis. Est-ce que les gens ici, quelqu'un a déjà entendu parler de couplage, de tout ce qui va être low coupling, high cohesion? All right, ok, très bien. Donc, le couplage entre le métier et les détails d'implémentation. Il n'y a pas ou peu de tests unitaires, des difficultés à tester, ça on va en parler, du code défensif. Alors, qui ici a déjà entendu parler du code défensif versus code offensif? 2, 3, 4. Cool. OK. On va en parler un petit peu tout à l'heure, mais grosso modo, le code défensif, c'est if votre variable is null, ça c'est du code défensif. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Effort placé sur les choix techniques au détriment du métier. Donc, grosso modo, c'est que les devs vont se concentrer à fond sur quel framework on va utiliser, quelle librairie on va utiliser, quel BDD on va utiliser, etc., etc., au lieu de se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, à savoir le métier, les comportements et les problématiques qu'on va essayer de résoudre. OK. Alors, pour faire un petit peu le parallèle entre l'architecture logicielle, les métiers du bâtiment et notre métier, on va essayer de comparer quelques discours. Donc, des discours qu'on accepterait quand même vachement moins dans les métiers du bâtiment, comme installer une prise électrique va demander beaucoup de travaux dans tout l'immeuble. Si un électricien vous disait ça, il y a des soucis à se faire soit sur l'immeuble, soit sur l'électricien. Mais dans les deux cas, il y a un truc qui ne va pas. Une chose qu'on aurait du mal à entendre, on a peur que la maison s'effondre si on change la porte d'entrée. Ça vous parle? Ça commence à vous parler ou pas? On ne peut pas tester la ligne électrique sans avoir installé le four. je pense que vous commencez à faire le parallèle. Ajouter cette fonctionnalité. Alors, ça, c'est ce qu'on entend très souvent dans le monde de l'IT, et au final, ça passe. Au final, bon, la direction dit, bon, ok, les développeurs, ça prend du temps. Donc, ajouter cette fonctionnalité va demander beaucoup de changements, ça va être très long à réaliser.
Il va falloir tout refactorer, tout modifier pour cette fonctionnalité. Qui a déjà tenu ce discours au moins une fois? On l'a tous deux. Voilà, je m'attendais. On l'a tous tenu au moins une fois ce truc. OK. Hem, je ne sais pas quelles seront les régressions si on fait ces modifs. Le truc classique. Je peux pas se tester sans que ça appelle la BDD, que ça envoie un mail. Qui a déjà dit: «Ah non, mais là, je peux tester qu'en plateforme de dev» ou «Je peux tester que sur staging» ou la pré-prod? Je pense que ça nous est tous arrivé à un moment. Et grosso modo, en fait, on voit qu'il y a une différence entre ce qu'on accepterait dans un corps de métier et l'informatique. Est-ce que réellement, on a envie de se dire que c'est normal de tenir ce genre de discours? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Voilà, donc je vais passer. OK. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'ai parlé tout à l'heure, un des soucis, ça va être le couplage. En fait, le couplage, c'est quoi? Le couplage, c'est une dépendance. Ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par, en fait, votre import en tête de fichier ou votre require ou votre include si on est en C, voilà. Donc ça, c'est un couplage et grosso modo, bah, d'un côté, en fait, potentiellement, on va avoir, un couplage à un framework. Donc, ça peut être Django, ça peut être FastAPI, ça peut être, Nest, ça peut être React si on est sur du front, peu importe. Ça peut être un couplage à un mode d'exécution, bah, parce qu'en fait, potentiellement, on va vouloir exécuter ça, que via, une API REST, potentiellement. Couplage à un mode d'exposition, c'est un peu pareil. Et puis de l'autre côté, en fait, on peut voir qu'on va avoir un couplage à un ORM. Donc, ORM, bon, tout le monde, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'un ORM? Cool. OK. Couplage à un modèle de persistance, un modèle technique. Couplage à un client mail, SMS. Couplage à un service de permission, un service de référentiel, et cetera. Donc, j'ai besoin d'aller checker si, quelle est la devise, le taux de change pour une devise, quand un client fait un paiement, et cetera. J'ai besoin de connaître les villes pour un code postal, ça va se faire potentiellement sur un service de référentiel, parce que c'est pas la responsabilité d'un microservice de gérer en fait, de gérer tout ça. Et donc en fait, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que quand on va développer notre fonctionnalité, bah, on va créer notre classe, je sais pas, qui va être par exemple, country retriever, je dis une bêtise, hein, mais peu importe, ou adresse retriever qui va taper sur un service, sur une API pour aller retrouver une adresse. Et puis on l'importe directement en fait dans notre fonctionnalité. Bah, sauf que ce qui se passe là, c'est quoi? C'est que quand on va vouloir tester, bah, techniquement, quand on va exécuter le code, ça va appeler cette classe qui va exécuter une méthode qui va vraiment appeler service. Sauf que en local sur notre environnement, bah, le service il n'est pas forcément disponible. On n'a pas de token, on n'a pas, potentiellement, on n'est pas sur le bon réseau, il faut être sur un VPN. Donc ça commence à poser problème. Et puis, vous allez me dire, oui, mais on peut moquer. Ouais, on moque, mais le mock, c'est une mauvaise pratique et on verra tout à l'heure pourquoi. Le mock, c'est une mauvaise pratique. Donc, on commence en fait à avoir ici, vous pouvez le voir, on commence à distinguer deux types de problèmes. Comment on rentre dans l'application et comment est-ce qu'on sort de l'application. Ok. Je vais vous donner un exemple de couplage donc, et qui est inhérent au pattern MVC. Vous connaissez tous le pattern MVC ici, je suppose? Cool. OK. Donc, je vous donne, un use case, d'accord? Donc le use case, c'est votre story, pour ceux qui connaîtraient pas. Tout le monde ici a déjà bossé avec tout ce qui va être, use case, critères d'acceptation, Gherkin et cetera? C'est pas nécessairement? OK. Donc votre use case, en gros, c'est votre story, ça va être votre fonctionnalité utilisateur. De manière générale, on va la rédiger de cette manière. En tant que persona, donc on met un persona, à partir de, voilà, je veux pouvoir faire telle action afin de. C'est hyper important en fait de respecter ce petit patron-là, parce que sans ça, vous n'allez pas être en mesure de valider qu'une fonctionnalité a lieu d'être développée en fait. Le afin de, à la fin de, à la fin de la story,
c'est en fait ce qui va vous permettre de challenger la fonctionnalité. S'il n'y a pas ce afin de, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on développe et ça commence à poser problème. Donc, en tant que banquier, à partir de la page My Customers, bon, je dis une bêtise, je veux pouvoir créer un nouveau client afin de lui ouvrir un compte en banque ou lui faire souscrire à des produits financiers. Donc, OK. Ici, ce qui se passe, c'est quoi? C'est quand sur un pattern MVC, bah, forcément, on va avoir une route customers. Hein. Alors, ça peut être du Express, ça peut être autre chose, on peut être sur Fast API, c'est pas très important. Et puis, directement, en fait, dans notre route, on va aller instancier un modèle Customer Entity. On va lui mettre Customer Entity name égale, email égale, patati. On va faire un save. On va retourner ça au client qui a appelé. Et puis, en réalité, tous les comportements vont être gérés directement dans le contrôleur ou dans l'entité, qui est une entité, en fait, qui est ce que vous stockez en base. Bon. Et ça, c'est au final le truc assez classique. Je pense que la plupart des devs, d'ailleurs, développent aujourd'hui comme ça. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Potentiellement, à un moment, ça va évoluer et on va vous dire: «Attendez, il y a l'autorité des marchés financiers». Alors techniquement, c'est même pas l'autorité des marchés financiers, c'est le TRACFIN. Je dis une bêtise, mais c'est plus le TRACFIN qui devrait gérer ça. Mais toutes les banques doivent interroger un service d'éligibilité avant de créer un compte client. Parce que potentiellement, la personne, ben, c'est un fraudeur, c'est un escroc, un criminel, un terroriste, peu importe. Et puis là, on veut dire: «OK, nouvelle fonctionnalité», enfin, évolution de la fonctionnalité, du besoin, du moins technique. Maintenant, on a besoin du coup d'aller requêter ce service. Bon, bah, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir votre route, vous allez importer votre eligibility service, vous allez importer votre entité, et puis du coup, là, vous êtes non seulement couplé en fait à votre entité technique, mais en plus de ça, vous allez le coupler à un service. Et ce service-là, en fait, vous ne pouvez pas gérer ce qu'il fait au moment de vouloir tester. Parce que en réalité, potentiellement, la plateforme de test du TRACFIN ou de l'autorité des marchés financiers, bah, elle est accessible qu'avec une clé qui est dispo que sur un réseau. Et puis, vouloir tester ça en local, ça va devenir impossible. Voilà. Ou alors, ça va devenir très compliqué. Et donc là, déjà, ça commence à devenir moins plaisant. Sur une route, bon, c'est embêtant. Quand ça commence à devenir, quand on commence à arriver dans ce genre de schéma sur absolument tout ce qu'on a fait sur une appli, ça commence à devenir déjà beaucoup plus problématique. Un autre exemple, suite au rachat d'une banque B concurrente, tous les clients de cette banque doivent maintenant être intégrés au système de la banque A et ça se fait via des flux intersystèmes et des crons qui consomment des fichiers plats. Donc en gros, là on est en train de dire quoi? On est en train de dire OK, on veut intégrer dans notre nouveau système tous les clients, on veut valider tous les comportements qui font partie de notre logique métier, bah, parce qu'on veut vérifier qu'ils aient le droit d'être là, on veut vérifier qu'ils n'aient pas déjà un compte en banque, etc. Et ce qui va se passer là, c'est quoi? C'est qu'en fait, pour cette fonctionnalité, le développeur va aller développer exactement les mêmes choses. Il va les mettre du coup dans un autre script et il aura développé 2 fois la même chose pour exactement le même besoin. Vouloir créer un client pour le banquier, au final, que ce se fasse via l'appli REST ou via un cron, c'est exactement la même chose. Donc il a fait déjà 2 fois le travail. Donc ça veut dire déjà 2 fois 2 choses qu'on peut pas tester. Ça commence à devenir embêtant. Et surtout, le jour où ça va évoluer, il faudra faire évoluer les deux. Bon. Et là, on est typiquement dans quelque chose qui, voilà, ça fait partie aujourd'hui de beaucoup, beaucoup d'applis. Et donc, quelles sont les solutions? Alors, en réalité, il n'y a pas une solution, parce qu'il n'y a pas un problème. Mais si je devais, en tant que dev, vous donner, et c'est comme ça que je le vois, les 5 piliers d'un projet qui fonctionne, ce serait ça. Il y a l'architecture. Donc, comprendre ce que c'est que l'architecture logicielle, comprendre ce que c'est vraiment l'informatique à la base. Le TDD. Qui a-t-il entendu parler ici de TDD? All right, cool. Qui pratique le TDD? Allez. Le TDD, donc Test Driven Development. Le DDD, Domain Driven Design.
le BDD, Behavior Driven Development, et la méthodo, donc Scrum, Agile, etc. Et donc ça, pour moi, c'est 5 conditions sine qua non pour qu'un projet dure dans le temps. En réalité, c'est énormément, énormément, énormément d'apprentissage et ça ne finit jamais. Vous connaissez tous le God complexe d'un dev. «Oh, je connais tout» et on se rend compte au bout moment, en fait, qu'on connaît rien du tout. On redescend: «Putain, je dois tout réapprendre, c'est pas possible». C'est à peu près ça toute notre vie, je crois. Mais c'est bien en même temps. Hem, c'est des domaines qui sont ultra riches, ultra complets, hem, mais et je pense que personne ne sera jamais, voilà, on aura toujours quelque chose à apprendre dessus, mais il y a quand même des bases à connaître et c'est important de les connaître. Ça prend du temps. Il faut pas se mettre dans une position où on va se frustrer parce que justement c'est un parcours qui est long et difficile. Il faut prendre le temps de faire les choses, mais il faut les apprendre. Donc aujourd'hui, on va se concentrer bien entendu sur l'archi. On va un peu parler de TDD. On a un peu parlé de méthodo, mais c'est vraiment pas le cœur du sujet. Hem et donc le premier truc que je vous donnerai, et c'est le plus important, ben, c'est sécuriser l'encapsulation et contrôler vos mutations. Voilà. Grosso modo, qui sait ce que c'est qu'une mutation? Je parle pas de X-Men, hein, cool, OK. Mutation, en gros, c'est une valeur qui va changer, une variable qui va changer, la valeur d'une variable qui va changer. Voilà. Donc, le résultat d'une encapsulation cassée, ça va être des mutations qui vont s'opérer de manière incontrôlée à travers l'application, qui va devenir instable et source de bugs à répétition. En gros, on ne va pas comprendre pourquoi on en est arrivé à avoir cette valeur sur un objet ou le retour d'une fonction. Ça, c'est capital parce qu'au final, c'est ce qui contrôle le flux un peu de notre data entre les process. Donc l'atomicité, elle doit être garantie en respectant les paradigmes de programmation, que ce soit la P2O ou le fonctionnel. Très concrètement, si on devait prendre ça ici, on a quoi? Donc j'ai pris l'exemple d'un petit jeu RPG. Donc en gros, chez The Tribe, ce qu'on fait pour, quand on a des candidats, on leur fait passer en fait des tests techniques et ils ont le choix, soit c'est, dev, des algos, un peu scolaires, enfin vous voyez le truc, Heu, voilà. Ou alors ils ont le choix de partir sur un projet et partir sur développer un petit RPG, un IDLE RPG. Donc ouais, c'est un petit truc assez cool. Hem, grosso modo, je suis parti de ce projet-là pour la démo dont je vous donnerai le lien qui est sur GitHub et qui en fait va vous donner un exemple une démo de ce que c'est que la clean archi en fait. Et grosso modo, ici on a une classe qui va être, character bad example. C'est notre personnage mauvais exemple. Et en fait, on voit quoi? Ben, on voit qu'on a des propriétés qui sont publiques. On les voit ici. Donc, il a son ID, il a son nom, ses skill points, ses points de vie, etc. Et puis, on va avoir notre cas d'usage. D'accord? On veut renommer, en fait, par exemple, notre personnage. Donc, I rename a character bad example. On a la méthode execute. On verra un petit peu plus tard ce que c'est que ce méthode execute et la classe de use case. Et puis, bah, du coup, on a notre personnage. Alors, peu importe, là, on est sur de l'exemple, hein, on l'aurait récupéré potentiellement d'une base ou d'autre part. Et puis là, on dit quoi? On dit bah, character.name égale. Et voilà, c'est joué, c'est réglé, livré. C'est bon. Sauf que ce qui se passe ici, c'est que ben, potentiellement, toutes les règles métiers qui vont être inhérentes au changement de nom, vous n'allez pas les valider. C'est-à-dire que potentiellement, le nom doit faire maximum 25 caractères. Potentiellement, le nom peut pas être, le personnage peut pas être nommé pareil que, plusieurs personnages du même joueur. Bon, et là, vous allez retrouver avec un souci, c'est que vous settez, donc vous avez ce qu'on appelle un setter public. Vous allez setter votre name directement dans votre use case et puis si on vient vous dire, «Oui, mais attention, là, la règle, c'est que c'est maximum 25 caractères», bah, vous allez mettre: «OK, pas de souci. If, len, machin, 25, je lève une erreur et c'est bon». Sauf que potentiellement, en fait, ça, le fait de renommer votre personnage, vous allez en avoir besoin, à un autre moment dans votre appli.
Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, vous allez devoir toutes les règles. Alors, il y a 25 caractères, mais il peut y en avoir d'autres. On peut ne pas avoir envie d'avoir un arrobase dans le nom. Non, c'est une règle à con, mais et du coup, quand vous allez vouloir changer le nom du personnage à un moment autre part que dans ce cas d'usage, vous allez devoir reprendre toutes ces règles-là et les rejouer à chaque fois. Là, déjà, ça commence à être un peu plus embêtant parce que le jour où vous avez des vraies règles métiers, parce qu'on sort des règles métiers qui sont un peu bateaux, un peu scolaires, des vraies règles métiers qui demandent une vraie réflexion et pour lesquelles il y a des vrais process, là, ça commence à devenir plus embêtant. Voilà. Et donc ça, c'est l'exemple typique de ce qu'il ne faut pas faire. Et là-dessus, il y a, en fait, on dit souvent qu'il y a une exception à la règle. Là, il n'y en a pas. Voilà. Pour un objet métier, et on va faire tout à l'heure le distinguo entre domaine modèle et DTO, parce que ce sont deux choses différentes. Quand on parle de domaine modèle, donc d'objet métier, il n'y a pas d'exception à la règle. Voilà. Donc, on va régler le problème avec une encapsulation déjà un petit peu mieux gérée. Et donc, en fait, better example, donc caractère better example. Donc là, on a des propriétés qui sont privées déjà. Donc, on ne peut pas les modifier de l'extérieur. Donc, c'est déjà mieux. Et ça va nous forcer, en fait, à passer par une méthode qui est un comportement. En fait, la programmation orientée objet, c'est important de comprendre que on doit exposer des comportements pour contrôler les mutations de notre objet à l'intérieur de sa classe. En fait, on parle de responsabilité. En objet, c'est la responsabilité d'une classe de gérer ses mutations. Voilà. Et donc là, OK, on a un comportement, on expose une méthode publique, et donc change name, on va pouvoir, dans change name, encapsuler plein de comportements, vérifier la longueur d'un nom, vérifier qu'il n'y ait pas de caractère interdit, etc., etc., etc. Et donc, ça, c'est déjà mieux, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, potentiellement, alors je ne vous l'ai pas montré, mais je vous le montrerai tout à l'heure sur le projet de démo. Mais en réalité, dans le code, on avait des getters. Tout le monde connaît la notion de setter-getter? Yes? OK. Donc le setter, on en a parlé tout à l'heure, ça doit être le truc interdit. C'est le truc qu'il faut bannir de vos devs, très clairement. Et puis il y a le getter. Et puis les puristes de l'objet n'utilisent pas de getter. C'est une mais comment j'accède comment j'accède au nom ensuite? Et en fait, ça se gère via des DTO. Alors, ça commence à devenir un peu plus compact, mais grosso modo, mon personnage va avoir ses propriétés privées. Pas de getter. Il n'a aucun getter. Donc, je ne peux même pas accéder en fait aux propriétés de mon objet. Le seul moyen d'accéder aux propriétés de mon objet, c'est de passer par un DTO. Le DTO, en fait, c'est une copie un peu statique de mon objet métier. D'accord? Et c'est à travers cette copie statique, donc DTO, c'est Data Transfer Object. Donc, en fait, c'est une classe dont le seul but est de pouvoir faire transiter en fait des données d'un process à un autre. Voilà, c'est vraiment pour ça que ça existe. Et du coup, je vais pouvoir accéder aux données de mon objet à travers ce DTO. Pourquoi on fait ça? Alors, est-ce que déjà, je n'ai pas perdu du monde en route, ça va? C'est clair? Yes? Cool. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je vais vous donner un exemple. Si j'avais ici un tableau qui aurait été, peu importe, qui aurait été mes combats, d'accord? Même si c'est pas le but, c'est pas le cas. On a une propriété qui est fights, d'accord? Qui a un historique de combat d'un personnage. OK? Et que j'ai un getter, donc un getter public, hein, où je fais get fight, OK? Il va me renvoyer mon tableau. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est qu'on renvoie une instance. En fait, on va envoyer une référence. Et je récupère mon tableau, et disons que j'itère dessus et à un moment, je fasse un pop, je sors une valeur du tableau. Mais en réalité, ça a fait muter ma référence. Ça a fait muter l'instance de ce tableau-là. Et donc, mécaniquement, mon personnage, qui avait ses combats, bah en fait, sa propriété combat a été aussi affectée directement. C'est-à-dire que
Parce que j'ai récupéré une instance de ces combats, qui était un tableau, et que j'ai fait sortir une valeur, et ben, mon personnage aussi, il lui manque une valeur. Et en fait, c'est une mutation que je n'ai pas contrôlée à travers ma classe. Est-ce que c'est un concept qui est clair? Ça, je me suis cool. OK. Donc voilà, donc c'est important en fait d'avoir cette notion de DTO. Alors là, je l'ai nommé snapshot. C'est pas très, en général, on appelle ça plus DTO. D'ailleurs, je l'ai renommé tout DTO un peu plus tard. Vous le verrez sur le code tout à l'heure. On parle plus de DTO que de snapshot, mais grosso modo, l'idée c'est celle-ci. Voilà. Hop. OK. Donc là, on était sur l'encapsulation. Et puis, bien entendu, on a parlé beaucoup des tests. Est-ce que tout le monde ici pratique le test de manière systématique, où vous essayez, ou il y a des moments c'est compliqué, compliqué? D'accord. D'accord. OK. Et mais vous en avez envie? C'est quelque chose que vous avez envie de faire? Ouais? D'accord. Cool. Non, mais c'est non, non, mais c'est bien parce que il y a on en rigole, mais il y a des devs qui ont pas envie de le faire. Enfin, ça existe aussi, les devs qui ont pas envie de tester, qui se disent: «Bah non, c'est bon, je suis trop bon, je suis trop bon, ça passe». Pardon? Mais c'est bien de douter. Hem, du coup, bah, en fait, une application sans test, bah, on connaît tous, hein. Enfin, voilà, je vous présente un petit peu le truc, mais de dev à dev, on sait tous ce que c'est qu'une application sans test. C'est qu'au bout d'un moment, quand on va vouloir tester les régressions, quand on va livrer, c'est, hein? On connaît tout ça. Je pense que vous connaissez le normalement? Normalement, ça devrait aller. Normalement, ça devrait aller. Bon, et bah, ce normalement, très souvent, c'est normalement, peut-être. Bon, grosso modo, le fait de pas avoir de test, ça va vous coûter de l'énergie, ça va vous coûter de l'argent à votre boîte, ça va vous mettre en PLS sur pas mal de situations où vous allez pas avoir de sérénité, en fait, pour livrer, pour déployer. Ça veut dire que chaque MEP, potentiellement, c'est un peu de stress, et on peut moins la faire souvent parce qu'il faut être un peu plus près, il faut qu'il y ait voilà. Donc les essayer de mettre les tests au cœur des développements. Alors bien entendu, comme on en a parlé tout à l'heure, quand on est couplé, c'est difficile, et c'est là, en fait, où on va en arriver tout à l'heure, comment justement la clean archi peut aider à bien développer avec des tests. OK, donc on parle de tests. Les devs souvent veulent tester, ça c'est vraiment génial. Mais il y a quand même une confusion sur ce que sont les tests. Et ça, c'est important déjà au moins de démystifier ça. On va parler de test unitaire. Alors, il y en a un autre en fait que j'ai pas mis, mais qui est le test de contrat. Et c'est quoi? Je le rajouterai sur les slides pour les prochains talks. Mais en grosso modo, on a les tests unitaires, tests de contrat, tests d'intégration et le end-to-end. Très souvent, très 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 souvent, j'entends, oui, je fais des tests unitaires avec Postgre. Non. Le test unitaire, ça va juste valider un comportement. Donc en fait, le test unitaire, son seul but, c'est de valider qu'une règle qui a été donc énoncée dans votre feature, bah, ait bien été développée. Et c'est là où on va avoir un critère d'acceptation qui va dire given patati patata and nanana, then I should receive, etc. I should receive a character, rename character. Voilà. Donc ça, en fait, c'est votre test de comportement et c'est votre test unitaire. On teste pas, est-ce que je suis capable d'aller persister mon personnage une fois qu'il a été, on a changé son nom. Je teste pas si je suis capable d'aller récupérer mon personnage via la route MyCharacters. C'est pas le but du test unitaire. Le test d'intégration, alors on va parler du test de contrat, je ne l'ai pas mis ici. Le test de contrat, c'est quoi? Test de contrat, c'est en fait s'assurer qu'on est en mesure de communiquer avec un service tiers. Donc les API, très souvent on a des API, soit pour des paiements en ligne, je sais pas, les banques, des services de référentiel, etc., comme on a entendu parler. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on a potentiellement des docs, alors ça peut être du Swagger, ça peut être donc des docs API, etc. On a des routes, on sait qu'on peut aller taper sur un service avec tel paramètre, une telle query string, tel body,
Et c'est censé nous renvoyer ça. Le problème, c'est que c'est un petit peu au bonheur de la chance, parce que vu que très souvent, on ne peut pas tester ces choses, eh ben, on livre, et puis si ça ne marche pas, ben, on corrige avec ce que les logs de la plateforme de test nous disent, ou ce que le serveur, c'est un peu ce qui se passe en général. Hein. Le test de contrat, justement, il vient là-dessus. Il nous permet de sortir de toute cette problématique de tester avec un vrai service en face. Il va en fait nous permettre de faire des vraies requêtes HTTP. Et donc, sur la base d'un service qui a été déclaré, donc avec, en fonction, vous avez des frameworks, en fait, des outils de test de contrat, vous allez pouvoir vous assurer, valider que vous êtes en mesure de communiquer, en fait, avec un service. Mais là, ça, c'est vraiment, ça vous sauve la vie, c'est vraiment extraordinaire. Il y a Pact, si vous connaissez, qui est vraiment génial, que je vous conseille de checker, qui vous permet de faire ça, et c'est franchement top. Donc ensuite, on a le test d'intégration. Et en fait, lui, il va valider l'intégration des données pour un mode de persistance. Donc en fait, si je suis sur Postgre, ben, je peux valider que j'ai réussi en fait à sauvegarder mon personnage avec son nouveau nom en base. Sauvegarder mon personnage tout court même, d'ailleurs. Que j'arrive à le sauvegarder en base. Et puis, il y a le end-to-end qui, en fait, va valider une fonctionnalité de bout en bout, d'accord? Donc, de l'accès de la fonctionnalité jusqu'à son comportement, puis le retour vers l'utilisateur. On essaye, en fait, d'être très exhaustif sur les tests unitaires, d'accord? Parce que forcément, en fait, on va avoir les comportements à tester. Le end-to-end, en général, on va essayer d'alléger les tests. Pourquoi? Parce que c'est vachement long, en fait. Donc, intégration et end-to-end sont vachement longs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tester les choses, c'est-à-dire qu'il faut les tester de manière suffisamment intelligente pour savoir qu'on a tout testé avec peu de tests. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit valider plusieurs choses dans le même test, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'archi des tests, en fait, va être importante à ce niveau-là. Donc ça, ce sont les tests. Je ne sais pas si au niveau du timing, je suis good, je ne me rends pas trop compte. On a commencé à quelle heure? On est bien? Ok, cool. Parce qu'il y a encore 2 heures. Non, super, très bien. Du coup, en fait, il y a la pyramide des tests. Alors, c'est une pyramide hyper simplifiée, d'accord? Puisque là, de toute façon, il y a l'intégration contrat. Mais en réalité, on pourrait la splitter encore en plusieurs petits composants. Mais grosso modo, vous voyez qu'en fait, à la base de cette pyramide, on a l'unitaire. Parce que c'est ce qui valide les comportements. Et en fait, c'est ce qui nous intéresse en tant que dev. C'est-à-dire qu'en réalité, si demain, on nous dit, bah, vous passez de Django à FastAPI, ce qui nous importe vraiment, c'est de valider qu'on est capable de passer, par exemple, commander des cadres ou une photo, et que lors de cette commande, ben, on s'assure de telle et telle chose, qui sont les comportements métiers, en fait, qu'on a voulu valider à la base. OK. Alors, il y a des tests, et puis il y a le TDD. OK. Une application avec des tests, c'est bien. Une application développée en TDD, c'est mieux. Le TDD, je vais essayer de résumer. Le TDD, en fait, c'est c'est pas une méthode, c'est plus une discipline. Le TDD, c'est une discipline qui vise, en fait, à développer votre code à partir de tests qui sont incrémentaux. Et j'insiste sur le incrémental, parce que quand on n'est plus dans l'incrémental, on est sur du test first. Et ça, c'est pas bien. Je vous donne un exemple. Grosso modo, si je dois développer une fonctionnalité qui doit faire la somme de 2 chiffres, hein, c'est quelque chose de complètement ridicule, mais peu importe. Mon premier test, ça va être de dire, par exemple, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 devrait me retourner 2. Et bien là, en fait, je vais, au niveau de mon test, donc je vais importer ma classe qui n'existe pas. Il va me jeter une erreur. Je crée ma classe. J'instancie ma classe. J'appelle la méthode sum. Il me dit la méthode sum n'existe pas. Je crée la méthode. Et ensuite, je vais dire assert ma classe .sum equal to. Il va casser, il va me dire non, ça me renvoie un nul. Je vais dire OK. Et là, l'approche TDD, c'est quoi? On pourrait se dire oui, c'est de passer 1 et 1 et de renvoyer 2. Mais non, c'est juste de renvoyer 2. C'est bizarre,
mais je peux vous assurer que ça marche très, très, très bien. Et c'est au final, c'est une méthode de dev qui est ultra fast. Une fois qu'on a le truc, on peut livrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est le TDD. Et grosso modo, comment est-ce qu'on fait évoluer à partir du return 2? Si on livre ça en prod, ça, je pense qu'il y en a qui vont pas être très contents. Mais grosso modo, il y a un truc qu'on appelle la triangulation. Et le but, c'est d'avoir en fait des tests qui vont faire casser les autres tests. Et donc, grosso modo, tu vas dire, OK, là, ce test, maintenant, c'est le test, ça va être 1 plus 3 devrait me retourner 4. Et vu qu'on a retourné 2 en dur, ça va nous forcer à commencer à injecter en fait les valeurs et commencer à forcer à injecter, à calculer en fait réellement la somme. Voilà. En TDD, on parle aussi de Red Green Refactor. Et ça, c'est un truc que vous allez entendre parler, dont vous allez entendre parler. Si vous mettez au TDD, vraiment, je vous conseille parce que vous allez voir, c'est quelque chose je pense, qui va vous plaire. Au vu de ce que je vois là, vous avez envie de tester. C'est quelque chose qui va vous plaire. Il y a le Red Green Refactor, qui est de passer du rouge au vert et ensuite de refactorer. Et de passer du rouge au vert de manière très très rapide. C'est-à-dire que si le test casse, on est censé pouvoir faire passer le test ensuite au vert dans la minute ou les 2 minutes qui suivent, mais vraiment grand max. Et là, on sait qu'on est sur de l'incrémental. Si on prend plus de temps, c'est que potentiellement, on n'est plus sur de l'incrémental et qu'il y a quelque chose à revoir. Voilà. Donc ça, c'est le TDD. Et pourquoi le TDD, en fait? Le TDD, en fait, ça vous pousse à faire un code qui est frugal. Vous connaissez, est-ce que vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle Yagni? You ain't gonna need it. Grosso modo, en tant que dev, et on est tous un peu comme ça, on est tous un peu tentés à un moment d'aller développer une classe qui ferait joli, un truc qui ferait sympa, une méthode qui ferait bien, en fait qui sert à rien. Et, euh, et du coup, Yagni, c'est You ain't gonna need it, et c'est donc on développe pas de trucs inutiles. Et rapporté au dev pur, ça serait de ne pas développer de méthode inutile. Et le TDD, en fait, va vous forcer à, à ne livrer un code qui est frugal, qui est clean. En fait, c'est ce qu'on appelle le code clean. En fait, voilà. Ça va vous livrer un code qui est vraiment frugal, où ça répond strictement aux besoins, sans over-engineer la chose, en fait. Voilà. Et ça permet de faire deux choses. Ça permet donc de limiter les bugs, voire de les supprimer complètement. Ça peut arriver qu'il y ait des bugs avec le TDD, mais c'est franchement très rare. Et ça permet de faire du code offensif. On a parlé tout à l'heure de code offensif versus défensif. Et ben, en réalité, il n'y a qu'avec le TDD qu'on peut vraiment s'assurer de faire du code offensif. D'être sûr à un moment d'arriver à un moment d'une routine et de dire je sais que ma valeur n'est pas nulle. Il n'y a qu'avec le TDD qu'on peut vraiment le faire. Et c'est capital parce que le code nul, en fait, le code défensif, en fait, ce qui va se passer, c'est que si ma valeur est nulle, alors je fais ça. Ça commence à mettre des if un peu partout dans votre code. Et c'est là où ça commence à devenir compliqué à gérer. Ne serait-ce qu'en termes de mémoire, c'est pas hyper bien, parce qu'en termes d'allocation de mémoire, c'est pas cool. Mais en termes de logique de code et de lisibilité, ça va vous poser problème aussi. Donc le code défensif, c'est vraiment le truc qu'il faut éviter. Et le code offensif, il peut être garanti qu'avec les TDD. Donc il faut essayer d'aller vers ça. C'est un chemin. Alors, ça fait beaucoup de choses là d'un coup sur un premier talk, mais faut pas en avoir peur. Vraiment, c'est des trucs qui sont passionnants, mais qui prennent du temps et c'est normal. Donc, faut prendre le temps, voilà, de monter en progression dessus. Il y a plein de channels sur Slack qui sont dédiés au TDD, à l'archi, etc. En groupe, c'est toujours bien aussi de pouvoir monter en compétence en groupe. Ça prend du temps, surtout quand on est vieux dev entre guillemets. Quand je dis vieux dev, je parle pas de l'âge, c'est qu'on développe depuis un certain nombre d'années. On est un peu plus formaté en fait à développer avec le dev d'abord et ensuite le test. On est très formaté à ça et ça prend un peu de temps de changer, mais une fois qu'on a fait ce chemin-là, on n'a vraiment pas envie de revenir en arrière et c'est un pur bonheur de bosser en TDD. Ok. Troisième solution, mettre le métier au centre de toutes les attentions. Et donc, un bon architecte, donc un bon dev. Alors, architecte dev, en réalité, un dev se doit d'être architecte. Se doit être un peu architecte. Parce qu'en réalité, il doit connaître, tout ce dont on a parlé là, les principes solides, les principes solides, l'encapsulation,
connaître les patterns, c'est quelque chose qu'il doit connaître en réalité, qu'il faudrait qu'il connaisse. Pourquoi? Parce qu'au final, il va pas avoir un archi derrière lui qui va lui dire: «Attention, là, c'est ce pattern qu'il faut utiliser. Attention, là, il faut faire ci». Donc forcément, en réalité, le dev, par essence, est architecte. Donc un bon architecte/dev sait placer ses efforts là où l'enjeu est critique, à savoir le métier. Parce qu'au final, quand on est et là, je parle vraiment du dev, en tant que, développement métier, business, hein, sur de l'informatique embarquée, forcément, on est sur du très, très technique et on est sur quelque chose de complètement différent. Mais dans notre domaine à nous, où on est développeur, web, pour des applis métiers, pour des business, bah, le but quand même, c'est de pouvoir répondre à des problématiques et de livrer des fonctionnalités pour répondre à ces problématiques. Et ce qui vient ensuite se rattacher derrière, bah, c'est pas super important. Comment on résout la problématique techniquement avec, quel framework ou c'est pas super important et c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. D'ailleurs, tout le reste, en fait, ce sont ce qu'on appelle des détails d'implémentation. Voilà, c'est-à-dire que demain, aujourd'hui, on est sur Postgre. Demain, pour des problèmes de scalabilité, on peut avoir envie de passer sur Cassandra, par exemple. Ça, c'est le truc typique. Typique, non, pas typique. Moi, j'ai déjà eu à faire ça sur un projet où les volumes étaient devenus beaucoup trop importants pour l'appli, pour du relationnel. C'est une appli legacy, ben voilà, le truc typique, connu, et on dit non, mais forcément, on est coupé à un modèle technique qui est relationnel. Si on veut changer ça, on ne peut pas. Voilà. Et donc, bon, s'en est suivi un projet de refonte. Voilà, du coup, on parle de détails d'implémentation versus le métier. OK, on va prendre un petit exemple ici. On a parlé tout à l'heure d'un exemple qui était de vouloir créer un client. D'accord? Donc en fait, là, c'est notre intention, c'est notre use case. I create a customer. Donc c'est une classe. C'est une classe de use case qui, dans le pattern CQRS, a une méthode publique qui s'appelle execute. Donc cette classe de use case, dans le pattern exa clean, elle va avoir une méthode publique qui s'appelle execute, autant de méthodes privées qu'on le souhaite. Et en fait, on va exécuter l'use case à travers cette méthode. Et lui, en fait, I create a customer, il va importer, il va dépendre d'un modèle métier. Et là, j'insiste sur le terme modèle métier, qui est customer. Et donc, customer, en fait, ça va être notre objet métier avec potentiellement son ID, sa balance, voilà, peu importe, d'accord? Mais qui n'est couplé à aucun framework, aucun ORM. À aucun moment, en fait, ici, dans ce fichier, dans cette classe, j'ai importé from type ORM, etc. ou from, from SQL Alchemy. Voilà. C'est des trucs qu'on ne fait pas. On n'a rien à part le langage pur dans cette classe. Et on voit ici, en fait, qu'il y a une petite frontière. Et tout ce qu'il y a en dessous, bah, en fait, ça va être les détails d'implémentation. Bah, potentiellement, on va avoir envie de pouvoir créer un client avec, à travers un cron. On peut avoir envie de le créer à travers une appli web. Ça peut être aussi autre chose. On peut avoir une ligne de commande. On peut se loguer en fait sur un serveur en shell et puis dire et puis pouvoir exécuter l'use case tout simplement. Et en fait, ça change rien à ce qui se passe ici. Là, ça change absolument rien. Et puis ensuite, forcément, ben, quand on va un petit peu plus sur la droite, ben, on voit que ben, il y a notre base de données Postgre, il y a le service dont on parlait tout à l'heure. Potentiellement, il peut y avoir des logs, il peut y avoir plein de choses en fait. On peut avoir envie de publier des événements si on est sur de l'event sourcing. On va avoir des notifiers, on va avoir des publishers. Et donc tout ça, en fait, là, on sort du système. Et puis c'est pareil, demain, on peut nous dire, bah, en fait, Eligibility Service, leur implémentation a changé. Maintenant, ça tape sur un autre serveur avec en fait un service, un contrat qui est complètement différent, qui n'a plus rien à voir. Bon. Et donc là, en fait, on voit qu'on a des boundaries, on a des frontières entre le cœur de l'application et les détails d'implémentation. Est-ce que là déjà ça commence à un petit peu à se mettre, à donner du sens pour vous? Si vous voyez quelque chose qui commence à se dessiner ou pas? Yes? Cool. OK. Une application solide. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, solide donc c'est un acronyme. Donc on va pas revenir dessus, mais c'était donc les 5 principes fondamentaux de l'architecture donc logicielle.
Hem, L'idée du principe solide, c'est de faciliter en gros la maintenance, la compréhension du code. Hem, c'est des principes alors ça c'est important, c'est des principes qui ont été rassemblés donc par Uncle Bob et l'acronyme en soi est né en 2004. Mais c'est des principes, qui datent. C'est-à-dire que quand on parle d'injection de dépendance, donc d'inversion de contrôle, en fait, c'est quelque chose de méga vieux, méga ancien. C'est juste que ça a été rassemblé sous un même acronyme. Voilà. Donc on a vu tout à l'heure à quoi correspondait cet acronyme. On va pas passer sur tous les principes aujourd'hui. On va insister sur en réalité, sur un principe qui est le dernier, qui est le Dependency Injection Principle et en fait, on va arriver un petit peu plus tard, enfin à la cleanarchy. C'est là-dessus que tout se base. Sans ça, il n'y a pas de cleanarchy, il n'y a pas d'archi hexagonale. Sans ça, vraiment, vous n'allez pas pouvoir tester unitairement, vous n'allez pas pouvoir faire vos tests d'intégration séparés, vous n'allez pas pouvoir faire vos tests end-to-end séparés, vos tests de contrat séparés. C'est à travers l'inversion de contrôle, ce qu'on appelle l'IOC, l'inversion de contrôle et l'injection de dépendance qu'on peut en fait travailler en archi hexagonal. Donc, comme je vous le disais, de tous les principes solides, l'injection de dépendance est le plus important. C'est à travers l'injection de dépendance que s'opère l'inversion de contrôle, qui permet de créer donc des couches d'abstraction. Alors ça, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre au final quand vous allez commencer à bosser sur l'EXA ou la clean. Ce sont les couches d'abstraction. L'abstraction, c'est au cœur, vraiment au cœur de ce pattern. Et donc, on va pouvoir en fait isoler le métier du reste grâce à ces couches d'abstraction. Et c'est là qu'on va parler de découplage. Voilà, tout à l'heure, je vous parlais de couplage. On est couplé à un framework. On est marié au framework. On est couplé à un service. On est couplé à une route. Ben, en fait, on va se découpler de tout ça. Et on va se découpler de tout ça parce qu'on va être en mesure de pouvoir, dans notre cas d'usage, de pouvoir dire, bah voilà, en fait, là, attention, pour pouvoir aller persister ton objet, je t'injecte juste quelque chose qui est capable de pouvoir le persister parce que tu sais il satisfait une interface qui est, par exemple, de pouvoir aller save caractère. Je dis une bêtise. Mais, voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le découplage et c'est un des premiers buts en fait de l'archi hexagonale. Ça vous permet de faire quoi concrètement? C'est-à-dire que quand vous allez développer votre fonctionnalité, vous n'allez pas commencer par votre route, vous n'allez pas commencer par votre BDD. C'est des trucs en fait que vous faites en dernier. Mais quand je dis en dernier, c'est vraiment le der du der. Et vous allez commencer par de l'unitaire. Et vous allez me dire, oui, mais comment je teste avec des données dans de l'unitaire si j'ai pas de base de données? Pour ça, il y a des choses, il y a des classes qui existent, qu'on appelle le in-memory, qui va vous permettre tout simplement d'aller injecter, au lieu d'injecter en fait une base de données ou un outil de gestion de base de données dans votre cas d'usage, vous allez juste utiliser en fait de la donnée en mémoire pour exécuter votre cas d'usage. Voilà. Hop, ok, on arrive à l'exa, la clean. Donc, si une bonne encapsulation des tests et les principes solides permettent de sécuriser le bon fonctionnement d'un programme et faciliter sa maintenabilité, il semblerait manquer de quoi normaliser cette approche. Et c'est vrai, parce qu'au final, depuis tout à l'heure, on est en train de dire il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Mais comment est-ce qu'on fait en sorte que tout puisse fonctionner ensemble sans avoir à se prendre la tête? Eh ben, en réalité, c'est exactement ce que fait l'EXA et la cleanarchy. Alors, je parle de clean et hexa. Est-ce que tout le monde voit à quoi je fais référence ou pas nécessairement? Hexa versus clean. Ok, cool. Désolé parce que j'ai peut-être. Donc, en gros, la clean architecture, c'est un pattern qui a été inventé par Uncle Bob et qu'on va décrire un petit peu plus tard, qui est basé sur le principe donc de découplage métier des détails d'implémentation, d'accord? Et qui est un pattern qui est en réalité quasi identique, et je dis bien quasi identique, il y a quand même des petites différences, quasi identique à l'hexagonal architecture, qui là aussi est un pattern qui vise à isoler le métier des détails d'implémentation, d'accord? À travers un pattern qu'on appelle hexagonal et qui lui a été créé beaucoup plus tôt par Alistair Cockburn.
Alistair Cockburn, qui a écrit pas mal de bouquins, notamment sur l'écriture de use case. C'est un mec brillant que je vous invite à aller suivre sur LinkedIn. Voilà, ce sont les 2 personnages qui ont créé en fait, qui ont créé ces 2 patterns qui sont au final très similaires. Exactement, bravo, bien. Exactement. Donc l'idée, vraiment en fait, si on devait résumer ces 2 patterns exa, arch et clean en une phrase, c'est protéger le domaine, donc le métier, faciliter les tests et les évolutions. Et en fait, en gros, ça répond un petit peu à peu près tous nos points de douleur en tant que dev, je pense. C'est qu'on a envie de pouvoir tester simplement, facilement pour nous faciliter la vie, pour éviter de se retrouver à avoir des galères lors d'une MEP. On veut pouvoir avoir des évolutions, parce que forcément, une appli qui évolue pas, c'est une appli qui meurt au final. Et les gens vont à un moment faire face à des nouvelles problématiques et il faut pouvoir y répondre. Et donc, en tant que dev et en tant que, pas seulement développeur, mais en tant que PM, en tant qu'entreprise, quand on est dans ce schéma-là, on avance beaucoup plus sereinement, on avance beaucoup plus vite. Voilà. Ok, voilà, là je faisais petite référence sur Alistair Cockburn et Robert T. Martin. Donc comme je disais, il y a des petites différences, mais qui sont au final pas énormes. Aujourd'hui, on va plus se concentrer sur la clean archi. On va le voir tout de suite, mais le fonctionnement est grosso modo le même. Ok. Donc en fait, la clean archi, si on devait donc schématiser le pattern, ça va être une archi en forme d'oignon. Ça va être des couches. Et au centre de tout se trouve le domaine. Le domaine, en fait, c'est le métier. Dans notre domaine, en réalité, c'est une vue très simplifiée, hein, mais on va avoir nos domain models. Donc, grosso modo, c'est nos classes qui vont contenir les comportements métiers. Vous êtes peut-être en train de vous demander, on va arriver sur la suite. Donc, autour de ça, on va avoir ce qu'on appelle donc la logique système, donc la logique applicative, qui va contenir nos use cases. Nos use cases, ce sont donc en fait, c'est la logique applicative versus la logique métier. Est-ce que là, vous arrivez à différencier les deux ou est-ce qu'il y a un petit... c'est souvent le cas qu'on a du mal à faire les différences entre les deux. Est-ce que vous arrivez à faire le distinguo entre les deux ou pas tout à fait? Ok, très bien. En tant que... Je vais donner l'exemple de Uncle Bob. Et ensuite, je vais vous donner un autre exemple. En tant que banquier, je veux pouvoir calculer le taux d'un crédit immobilier. Ok. La logique système, ça va être quoi? La logique applicative, ça va être quoi? Ça va être potentiellement de pouvoir récupérer un utilisateur, récupérer un type de prêt. Et puis ensuite, on va voir en fait le fait de vouloir calculer le taux. Le taux, qu'on le calcule sur un bout de papier ou sur une application, la règle ne change pas. En fait, la formule, c'est exactement la même. Et donc, le use case, c'est l'intention de l'utilisateur. Donc, en fait, c'est en tant que je veux faire. D'accord? Et le domaine, c'est compute, par exemple, ce serait compute interest rate. Voilà. Et là, la formule qui est à l'intérieur, c'est une règle métier qui n'a rien à faire ici. Et donc, ça, c'est vraiment la règle à laquelle on ne peut quasiment pas déroger. C'est que les règles métiers ne doivent pas être dans les use cases. De vérifier, par exemple, que la longueur maximale du nom d'un personnage, c'est 25 caractères, on ne peut pas le faire en fait dans le use case. Ça doit être fait dans le domaine. Et ça doit être fait dans la classe responsable de ça. On verra un peu plus tard dans le deuxième épisode, qui aura lieu, je ferai ça en format webinar vers mai. Vous verrez qu'en réalité, il y a plus de choses dans le domaine que les models. Il y en a même beaucoup plus. On va parler de services, etc. Idem pour les use cases. En fait, on a plus que ça, mais c'est pour simplifier la chose. Grosso modo, le business pur. Donc, si on devait s'abstraire en fait de tout ce qui est informatique,
bah, les règles ici ne changeraient pas. Je vous donne un exemple. Un opérateur téléphonique, qui pourtant est hyper informatisé, hein, si on devait complètement s'abstraire de l'informatique, de système informatique, ça pourrait être sur un système aujourd'hui existant, ben, je vérifie que dans ma base de données, pour créer une ligne, le client n'en ait pas déjà une. Par exemple, j'ai une bêtise, d'accord. Euh, et que, je donne un exemple, quand je vais lui créer sa ligne, que le numéro de téléphone soit valide, qu'il ait pas 12 chiffres. Je dis une bêtise, d'accord. Bon, si demain tout ça n'était plus informatisé, qu'on avait que des lignes fixes, on revenait dans les années 70, eh ben, l'utilisateur, l'employé de la compagnie qui veut quand même ouvrir une ligne, potentiellement, il irait ouvrir un livre, un registre avec tous les clients, et vérifier est-ce que j'ai pas déjà un client. OK. Et puis là, OK, je veux créer, est-ce que j'ai tant de caractères pour le numéro de téléphone? Au final, ça ne change pas. Voilà. Il faut essayer, quand vous êtes dans ce genre de contexte, essayer de vous abstraire de l'informatique. Si vous développez un jeu vidéo, ben, par exemple, ça peut être, ben, si c'était un jeu de société, ben, la règle, ce serait ça. Voilà. Oui. Au domaine modèle. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui va aller, tout ce qui va vraiment être, tout ce qui va être, bah, c'est tout ce qui est métier, c'est pas seulement tout ce qui est en rapport avec le modèle, en fait. C'est-à-dire que potentiellement, tu peux avoir, comme je disais tout à l'heure, le fait de calculer un taux d'intérêt. Oui, ça va impacter, en fait, la valeur de ton objet métier parce que c'est lui qui va calculer et qui va le setter à travers un comportement que tu as exposé, d'accord? Heu, mais c'est en fait juste ce qui est purement business. C'est-à-dire que si demain tu changeais complètement de système ou que c'était pas informatisé, ben, cette règle-là ne change pas, en fait. Voilà. Ça, tu le ferais pas dans cette chose-là. Tu le ferais pas dans, par exemple, alors ce serait plus une ligne, ton upgrade, ce serait pas user déjà, ce serait mobile line ou line, d'accord? Et là, ce que tu ferais tout simplement, c'est que pour le coup, tu vérifierais ça donc directement avec ce qu'on appelle un adapteur et c'est là où potentiellement tu vas avoir besoin de sortir en fait cette logique-là de ton use case. Donc tu peux avoir des cas en effet où tu vas avoir besoin, parce que tu ne peux pas charger tous les numéros, je te donne un exemple. Exactement, exactement, exactement. Ouais. Mmh. Alors tu vas le mettre si tu le mets dans le modèle, c'est juste que la vérification, tu la feras pas en fait directement dans ce modèle-là. Non, ce sera pas dans ce modèle parce qu'en fait, alors c'est important justement de vérifier. Grosso modo, ta classe, elle doit vraiment valider en fait, ta responsabilité, c'est de se valider elle et pas par rapport aux autres lignes. Là, en fait, ce que tu ferais, c'est de valider que tu aies pas d'autres lignes qui existent avec ce même numéro de téléphone. D'accord? Et donc ça, c'est pas ta classe qui doit le faire parce qu'elle, elle se valide elle-même. Dans ce cas-là, ce que tu ferais tout simplement, c'est que potentiellement, tu pourrais partir du principe c'est cool, au moment en fait d'aller exécuter ton use case, et là, c'est le truc que tu vas vouloir valider, d'accord? C'est d'aller récupérer donc ton numéro de téléphone. Potentiellement, il va être géré sur potentiellement un modèle technique à part. Et tu pourrais très bien avoir un repository, on va en parler un petit peu plus tard, qui va te dire retrieve available phone number. Et là, en fait, c'est directement sur ta couche de persistance qui va te faire, potentiellement, je te donne un exemple, il va te dire, donne, il va te dire, il va te faire un select où le statut est à libre, par exemple, avec ce numéro de téléphone-là. Et là, ce serait une possibilité de le faire. Mais parce que tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas en fait charger toutes les lignes mobiles existantes et dire
C'est là, en fait, où tu vois que potentiellement, tu as besoin, en effet, de sortir des fois. Tu as besoin de mettre dans tes requêtes, tu as une notion de logique, en fait, métier, dans tes requêtes, parce que tu ne vas pas t'amuser à tout charger, c'est impossible. Et tu vas dire, OK, get one available phone number, et tu passes potentiellement ton numéro de téléphone en paramètre, c'est possible. Ou tout simplement, après ça dépend du cas d'usage, tu peux avoir aussi où tu ne choisis pas la ligne et où tout simplement, automatiquement en fait, quand tu rentres dans le cas d'usage, tu sais que tu dois aller récupérer un numéro, peu importe lequel, tu l'as pas choisi et donc tu as plus ce souci d'unicité puisque tu te bases sur, tu te bases sur des numéros existants. Si tu dois utiliser un numéro qui est existant, c'est par exemple une portabilité d'un numéro de téléphone, et cetera. C'est des process par lesquels on passe, parce qu'on a un client qui a un téléphonie mobile. Peut-être derrière, tu as plein de choses qui font que, mais tu le gères via tes adapteurs. Et tu vas dire, OK, maintenant là, j'ai besoin de valider que ce numéro-là, je puisse le récupérer en tant qu'objet. Tu vas instancier en fait ta ligne mobile ou ta ligne fixe, peu importe. Tu vas aller passer ça dans l'instanciation et, euh, et puis ensuite, tu vas passer par un certain nombre de méthodes. Mais tu peux avoir justement avec tes adapteurs, tu peux avoir besoin d'aller déporter une logique qui va être métier parce que tu n'as pas le choix de le faire. Voilà. Si je prends un autre très clair là sur cet exemple-là qui était grossier, par contre, si je prends le cas par exemple du cycle de vie tu vois les différents statuts possibles pour un objet métier, qui est un truc qui est plutôt statique, qui est pas quelque chose qui a vocation à avoir une volumétrie qui a beaucoup bougé, etc. Est-ce que cet objet-là, tu vas finalement le mettre dans la partie modèle sous une forme ou sous une autre, ou bien est-ce que tu vas quand même le conserver externalisé? Alors, quand tu dis statut, toi, tu gères ton statut en tant qu'objet à part? Je dis, peu importe, je dis, il y a mon objet, il a un cycle de vie. Le cycle de vie de l'objet, il est métier, j'en sais rien. Ok, donc un être new, humain par exemple, vivant, new. vivant mort, quoi, par Ouais, exemple, ok, tu vois. ok. Est-ce que ce type de propriété qui est Bien sûr, c'est métier, métier. tu vas le mettre dans le modèle, Bien ou est-ce que tu sûr, vas l'externaliser? bien sûr. Ah non, c'est dans le modèle, c'est hyper important. Bien Avec les sûr. transitions, par exemple, Bah, en fait, ce qui se passe justement, c'est quoi? C'est que, alors, les statuts, après, c'est tout un sujet parce que il y a des gens, et aujourd'hui, on évite les statuts parce que, voilà. Sauf que les statuts, ça marche très bien si tes comportements sont vraiment bien isolés et que tu n'as pas justement de setter, t'as pas de setter public à droite à gauche qui vont te modifier tes statuts sans que tu saches ce qui se passe. Les statuts, c'est pas si mal que ça au final. Et oui, ça, c'est typiquement le genre de choses que tu as dans ton modèle métier. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que disons, je te donne un exemple, tu vas avoir, je sais pas, une commande qui est passée. D'accord? Bah, on va essayer de rentrer dans le contexte de Cheers où vous faites de la vente en ligne de photos, etc. Tu as une commande qui est passée, bah, tu vas peut-être avoir un statut new, in progress, je sais pas, c'est ce genre de choses en général qui sont assez classiques. Euh, ben, en réalité, tu vas potentiellement à un moment avoir un cas d'usage qui est de valider une commande. D'accord? Eh ben là, oui. Donc, il va aller, alors on va en parler un tout petit peu plus tard, mais tu vas avoir un adapteur qui va aller te récupérer en base à partir d'un objet technique qui n'est pas du tout ton objet métier, qui va aller en fait te transformer cet objet-là vers un objet métier. D'accord? Donc, dans ton use case, tu auras un objet métier order qui sera constitué. OK? Et tu vas aller voir potentiellement pour valider les commandes, tu vas aller order.validate, donc c'est un comportement. Et c'est dans ce validate-là que justement tu vas dire, OK, tu vérifies toutes tes règles métiers parce que tu as injecté encore plein de choses dedans qui t'ont permis de le faire. OK? Et self status égale valide, tout simplement. Et là, c'est typiquement le genre de choses que oui, tu dois gérer vraiment dans ton objet métier en fait. Et c'est important de le faire. C'est vraiment crucial. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui. Les services dont tu nous parleras une autre fois, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des règles métiers qui vont être transverses, enfin qui vont devoir mettre en œuvre plusieurs modèles. Par exemple, pour déterminer un statut, tu vas avoir besoin du user, mais d'une commande, de paiement, de choses comme ça. Et du coup, c'est dans un service que tu vas avoir ce genre de règles métiers. Nécessairement. Pas nécessairement. Alors, le domaine service, on rentre un peu plus dans le détail, mais en gros, dans le domaine, on va avoir quoi? On va avoir les domain models, qui sont les classes métiers, et dont leur responsabilité, c'est de se valider eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se valider en se basant sur d'autres objets. Ça, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que, justement, il y a les relations entre objets, elles existent pour cette raison, c'est qu'on a potentiellement besoin d'accéder
aux propriétés d'autres objets, à travers des DTO bien sûr, ou pas dans certains cas, peu importe. Mais grosso modo, une classe, un domaine modèle se valide lui-même. C'est la responsabilité de valider ses propriétés, mais il peut se baser sur des classes, sur d'autres objets existants, si il y a accès. D'accord? Ensuite, il y a une autre notion, et là, c'est encore autre chose. C'est valider. C'est des comportements qui doivent se valider entre objets qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple typique sur un projet sur lequel je bosse. Un cas d'usage qui était de pouvoir déplacer une carte SIM dans le stock, d'un client. D'accord? Une des règles, c'était quoi? C'était de valider que lorsqu'on déplace ces cartes SIM en groupe, on ne peut pas valider si on a plus d'un propriétaire courant actuel pour le groupe de cartes SIM. C'est-à-dire, si je déplace 3 cartes SIM et que les 3 cartes SIM n'ont pas le même propriétaire, je ne peux pas les déplacer en groupe. Voilà, c'était une règle. Okay, et ça, en fait, dans ma méthode qui va être... Donc, j'ai mon objet SIM card, qui est un objet métier. Je vais avoir ma méthode qui va être move in stock, OK, avec new owner, qui est le nouveau propriétaire, qui est un objet qui a une interface owner interface, d'accord? Parce que en fait, derrière, l'objet métier derrière de owner peut être plein de choses. C'est pas owner en soi, c'est pas un objet métier, il y a une abstraction pour ça qui me permet de travailler avec. Et donc, j'ai move in stock, sauf que move in stock, moi, je fais que d'autres cartes qui ont été bougées, bah, n'est pas de propriétaires différents. C'est pas une règle système, c'est une règle métier. Donc, je peux pas le faire dans mon use case. Je peux pas dire dans mon use case, OK, mais du coup, pour chaque carte qui est là, valider que j'ai pas de propriétaire parce que c'est métier. Donc, ça peut pas être dans l'use case. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On utilise ce qu'on appelle un domain service. Le domain service, en fait, c'est quoi? Il va valider justement des règles métiers entre deux objets qui ne se connaissent pas l'un l'autre. Une carte SIM ne connaît pas une autre carte SIM, en fait. Elles ne se connaissent pas entre elles. Voilà. C'est pas et surtout, c'est pas la responsabilité de la carte SIM de valider que dans un groupe de déplacement, elle peut être déplacée. Et donc, c'est là qu'on fait appel à un domain service. Vous allez voir aussi les use case services, donc les applicative services, qui sont encore différents, qui sont à la couche des use cases, qui ont à peu près la même utilité, pas tout à fait, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Yes? Cool. OK. Du coup, ça, en fait, tout ce qu'on a là, ça va être le cœur de notre application. Il faut bien noter que là, c'est une couche, vraiment. On parle vraiment de couche. Ici aussi. Là, par contre, ce n'est pas une, c'est juste une frontière. On sait que tout ce qui est ici, là, c'est genre méga crucial. C'est vraiment, c'est là-dessus qu'on met tous les efforts, c'est là-dessus qu'on fait attention. Et puis, autour de ça, on va avoir quoi? On va avoir nos adapteurs. On va potentiellement avoir nos contrôleurs, si on est en REST. On va avoir nos gateways pour aller persister et récupérer de la donnée. On va avoir nos présenteurs pour aller formater la donnée, parce qu'en réalité, j'ai envie de vous dire, on exécute un use case, on va créer un utilisateur, ou on va récupérer un utilisateur, mais on va potentiellement avoir besoin de le récupérer sous une forme ou une autre, un PDF, du HTML. Enfin, HTML, on ne sait pas trop le principe des MS et du back, hein, enfin, mais grosso modo, on pourrait avoir envie de le recevoir sous forme de CSV, sous forme d'objet JSON, etc. Et grosso modo, ça passe par des présenteurs qui vont formater la donnée. Le use case, lui, en fait, doit pas se soucier de comment je vais aller formater cette donnée. C'est pas son taf. Voilà. Les gateways, les contrôleurs. Et donc ça, c'est la couche des adapteurs. Et grosso modo, en fait, c'est ce qui nous permet de rentrer et sortir de l'application. Grosso modo, c'est à travers tout ça qu'on va aller atterrir dans les use cases et accéder en fait aux intentions utilisateurs. Et puis, il y a la couche de configuration en fait qui va aller un petit peu brancher tout ça, dire bon bah ok, là je vais pouvoir configurer à travers une librairie d'injection de dépendance qui est différente du principe d'injection de dépendance, c'est important de le noter, à travers une librairie d'injection de dépendance, de pouvoir créer des containers qui fait que lorsque je vais exécuter mon application, que je vais utiliser un repository, en fait, ce sera un repository Postgre parce que je suis en production, et forcément, je ne peux pas utiliser de la mémoire
en production. Voilà. Et puis, on va avoir potentiellement notre framework, Fast API, Django, Symfony, etc. Une chose importante à noter, et ça c'est pour le coup, je vous parlais tout à l'heure, il y a des règles à laquelle il n'y a pas d'exception, ça en fait partie. On n'importe jamais, jamais, jamais de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, la couche de conf peut importer de la couche des adapteurs. La couche des adapteurs peut importer de la couche des use cases et du modèle. Et la couche des use cases peut importer du domaine. Jamais dans le sens inverse. On ne peut jamais avoir un import dans le domaine d'un adapteur. Mais alors, jamais, 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 jamais. En fait, si vous faites ça, vous cassez tout le principe de l'archi clean, puisque vous allez être, en fait, c'est un couplage. Vous allez être couplé à quelque chose, et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et tout va se faire par injection de dépendance. On va voir tout de suite comment ça marche. Je suis bien au niveau timing, ça va, ou peut-être un peu... D'accord, ok. Alright, ok. Je vais un peu accélérer les choses du coup. Ouais, ça c'est important. Ok. On parlait du pattern CQRS tout à l'heure. Grosso modo, quand on est en exa, on va avoir en fait une ségrégation entre la lecture et l'écriture. D'accord. Et donc, quand on est en lecture, on est sur un principe qu'on appelle la query. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'état du système. Donc, un use case de query implique qu'il n'y a pas de changement d'état du système. Et au niveau donc du repository, d'accord, repository, en fait, on va aborder, à moins que je l'ai passé, attendez, excusez-moi, à moins que je l'ai passé en... Tac, 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 non, c'est bon. Ok. Ok. Et la query, quand on va utiliser notre repository, quelqu'un, vous avez tous entendu parler du principe de repository ou ces trucs, yes, non? Repository, en gros, c'est ce qui va vous permettre d'aller récupérer vos données persistées ou d'aller persister vos données. C'est pas tout à fait un ORM parce que en fait, le repository va importer un ORM pour faire des opérations. D'accord? C'est un peu votre DAO en fait. Pas tout à fait, parce que c'est un principe à part. C'est un peu votre DAO. D'accord? Et grosso modo, quand on est en CQRS, donc ça fait partie en fait des use cases en exa, on a deux types de cas. On a la query qui est en lecture, pas de changement d'état du système. Votre repository vous retourne des choses. Donc par exemple, je vais avoir mon repository caractère, .read va me retourner en fait un personnage métier qui a été construit à partir d'un personnage technique. Et on a un deuxième type qui est l'écriture. Donc là, on est sur ce qu'on appelle de la commande. Et là, on a ce qu'on appelle un changement d'état du système. On a ce qu'on appelle un agrégat. Et ça, c'est important de noter. Donc l'agrégat, ça va impliquer plein de choses. Parce qu'en fait, derrière, on a ce qu'on appelle les commit stratégies. On a besoin de pouvoir rollbacker une transaction. On a besoin d'assurer une cohérence dans le système avec potentiellement des accès concurrentiels, etc., etc. Et là, par contre, le repository ne retourne rien. Grosso modo, c'est quand je vais avoir mon repository d'écriture, ce sont deux repositories différents, PSQL caractère write repository, dot update ou dot create, je lui passe un objet métier, lui va traduire cet objet métier en objet technique, c'est ce qu'il est censé faire, il ne me retourne rien. Il ne me dit pas, tiens, c'est bon, je t'ai mis à jour le timestamp updated at, parce que ça ne fait pas partie de l'objet métier et on ne le veut pas. Et si ça en faisait partie, on ne veut pas qu'il nous retourne ça. Il doit persister l'objet tel que nous, on lui a donné. Voilà, ça c'est important à noter. Et ça se traduit en fait au niveau de nos cas d'usage. On a des cas d'usage qui sont de type query et des cas d'usage qui sont de type commande. Ça ne veut pas dire qu'ici, on ne peut pas utiliser un repo de lecture. C'est juste qu'en soi, au niveau du repository, on est sur la commande qui a changé de système. J'essaie d'accélérer. Hop. OK. Les adapteurs primaire left. On a vu tout à l'heure qu'il y avait les points d'entrée de l'application. Quand on rentre dans l'application. D'accord. Et grosso modo, ces points d'entrée-là, on va les traiter avec des adapteurs qu'on appelle les adapteurs primaires ou driving ou left, plusieurs terminologies. Et c'est à travers ces adapteurs-là qu'on va pouvoir rentrer dans l'application. Donc, c'est notre cron
notre commande shell, notre route REST. Voilà. Tout ça, en fait, ce sont nos points d'entrée de l'appli. Et donc, eux ne doivent pas avoir connaissance du domaine. Donc, ils peuvent importer potentiellement, dans certains cas, des objets du domaine, comme c'est le cas pour un repository, pour aller le persister ou pour aller le recréer quand on va le récupérer d'une base. D'accord? Mais ils ne doivent pas avoir en fait accès au comportement. On doit limiter l'accès au comportement. Donc ça, ce sont les points d'entrée de l'application. Et puis, il y a les adapteurs secondaires, donc de sortie, on veut sortir du système. Et donc là, on va avoir potentiellement des repositories, des services de référentiel, des clients mail, SMS. Et donc là, en fait, c'est tout ce qu'on appelle les driving adapters, secondaries ou write adapters. Terminologies voilà, sont pas très importantes au final. Et donc, ça permet au système de communiquer avec l'extérieur. Puis, il y a la configuration. Et puis, enfin, pour terminer, donc, on va voir un petit peu, si vous voulez, ce qui se passe ici au niveau de notre cas d'usage. Pour comprendre comment ça marche, on avait en fait notre intention qui était de vouloir créer un personnage. D'accord? On a une intention qui est de vouloir créer un personnage. C'est dans notre couche des use cases. Cette classe va en fait avoir besoin donc d'une commande à create a character, donc qui est une interface, d'accord, va avoir besoin d'un character write repository, qui est une interface aussi. Donc en fait, quand on va développer notre cas d'usage, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. On ne va pas dire j'ai besoin d'un PSQL en paramètres. On va juste dire j'ai besoin d'un objet qui satisfasse cette interface. Ce qui fait que quand je vais vouloir tester en unitaire, en fait, je vais injecter un repository en mémoire et je vais pouvoir travailler unitairement sur mes tests. Et puis, il va renvoyer une réponse qui est une data structure. Il va dépendre aussi de quoi? Dans ces imports, il va dépendre du personnage qui vient du domaine. On parle d'entity. Moi, j'évite en général le terme entity. Je préfère parler de domain models parce que c'est plus dans l'esprit du DDD et que entity, très souvent, en réalité, c'est des termes qu'on utilise justement dans les ORM. Et ça, du coup, j'évite parce que ça prête à confusion et j'aime pas trop. Donc, je parle tout simplement de modèle. Et de toute façon, c'est un terme dont on n'a pas besoin puisque votre classe va jamais s'appeler caractère modèle, elle va juste s'appeler caractère. Donc, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque l'on va rentrer dans notre cas d'usage à travers une route REST, en fait, dans notre couche des adapteurs, on a notre route. Comme vous, aujourd'hui, vous pourriez la développer de n'importe quelle manière. D'accord? On va aller instancier, en fait, une classe iCreateCharacter. C'est notre cas d'usage qu'on instancie. On va aller l'exécuter avec une commande qu'on lui a passée en paramètre. D'accord? Le cas d'usage va être exécuté. Et le cas d'usage, lui, va faire quoi? Il va ensuite appeler ce qu'on lui a passé ici, qui était en fait potentiellement un repository d'écriture pour le personnage. D'accord? Il va aller l'appeler, qui va permettre de sortir du système pour aller persister le personnage une fois qu'on aura fait tout ce qu'on a à faire. Et à aucun moment ici, je n'aurais eu en fait d'import dans mes, de cette couche-là qui est Postgre dans mon use case. Voilà. C'est un schéma peut-être un peu barbare. Je vais peut-être vous montrer ça directement sur du code pour que ça soit un peu plus simple. Tu l'as poulé où, Ben? Ok. C'est un peu comme. C'est un peu comme le taxi ce matin. Tu fais, mais vous avez la tu fais oui, dans le je fais oui, mais il dit en fait. C'est ta question, attendez. Donc, adapters,
je vais primaries, rest. OK. Alright. Alors, forcément, je pense que donc il y a du rouge qui apparaît, mais je pense que c'est les libres qui sont pas installés, c'est pas très important. Grosso modo, ce qui se passe là, c'est quoi? Sorry. Ouais, on voit pas très bien, c'est dommage. Ah, bon, OK. Alors, je précise, c'est un projet de démo. Alors, vraiment, c'est un projet. Je vais vous donner accès au repo. C'est un projet de démo. En vrai, un projet de prod, c'est plus sophistiqué que ça. On va pas s'amuser à jeter les erreurs directement sur la route. Il y a des middleware. Enfin, voilà, je précise quand même. Voilà. Mais grosso modo, ce qui se passe, c'est quoi? Bon, je vais avoir, avec ma couche de configuration, je vais avoir configuré des containers pour mon injection de dépendance, parce que je sais qu'en prod, sur ma route, j'utilise Postgre, par exemple. D'accord? Et donc, je vais lui demander d'aller me récupérer des repositories. Je vais instancier mon cas d'usage que je vais exécuter avec une commande qui a été constituée à partir des arguments qui ont été passés dans la requête. Bon. Si on rentre, attendez, une petite seconde, excusez-moi. Et là, si on rentre en fait dans le cas d'usage, bon, bah vous voyez qu'à aucun moment, je ne fais appel à des librairies extérieures à mon cas d'usage. Je ne fais pas appel à Postgre, je ne fais pas appel à REST, je fais pas appel. D'ailleurs, REST, important, une requête, ça n'a rien à faire dans le cas d'usage. La requête, c'est en fait, c'est propre au web. Alors que notre cas d'usage, lui, il n'est pas forcément lié au web. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un cron, ça peut être une commande. Et donc, la notion de requête doit vraiment pas faire partie, en fait, de votre cas d'usage. Hop. Et donc, on a notre classe, on a nos propriétés qui sont ces repositories dont j'ai besoin dans mon cas d'usage, un générateur UID. Alors pourquoi? Parce que en Python, ça fait partie des librairies qui sont built-in, de pouvoir générer des ID universels. En TypeScript, ça ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est une librairie externe. C'est une librairie externe, c'est-à-dire que je ne dois pas l'importer dans mon cas d'usage pour générer l'ID de mon nouveau personnage. Et donc, je dois l'injecter. Et comment je l'injecte? À travers une classe qui va être capable de générer un ID. Voilà. Ça me permet aussi, pendant mes tests unitaires, de dire, en fait, là, je sais que ce personnage que je vais créer, parce que je vais avoir un stub UID generator, on va passer dessus tout à l'heure, je sais qu'il aura cet ID, donc ça me facilite les choses. Au moment de la création de mon personnage, je sais qu'il aura cet ID, et moi, ça m'arrange. Parce que, c'est-à-dire que dans mes objets que je vais comparer dans mes tests unitaires, je ne vais pas avoir cette notion de, une fois que le cas d'usage a été exécuté, d'aller setter sur mon DTO de comparaison l'ID de mon personnage à comparer. Parce que ça, c'est pas top. Voilà. Et donc, lorsque l'on va exécuter notre cas d'usage, j'instancie en fait donc mon personnage. Je vais lui instancier ça en fait en fonction des règles métiers qui ont été données, qu'on part forcément avec 12 points, 12 skill points, 12 points de compétences. Et puis ensuite, j'ai une méthode qui va être level up skills, parce qu'à la création des personnages, on a distribué des points de compétences. Et cette méthode-là, attendez, excusez-moi une petite seconde, c'est une méthode publique qui va faire appel à des méthodes privées pour aller tout simplement gérer des comportements qui sont issus des règles du métier. Et donc, excusez-moi, on va faire monter notre personnage en compétences, et ensuite on va aller récupérer le joueur, pardon, et on va valider aussi un certain nombre de règles. Par exemple, on sait qu'il ne pouvait pas avoir plus de 10 personnages. Et donc, s'il a plus de 10 personnages, on lève une erreur. On vérifie qu'il n'est pas déjà un personnage qui ait le même nom dans ces personnages. Ça, c'était une règle métier. Et donc là, on le vérifie aussi ici. Et une fois qu'on a fait ça, tout simplement, on va aller passer notre personnage, qui est un métier, on va passer notre DTO à notre repository. D'accord? Donc là, en fait, vous voyez que ça, ici, c'est juste une interface. Donc là, c'est juste une interface. Il n'y a rien du tout. Par contre, dans ce que je vais injecter en vrai, qui est là,
Et voilà. Et là, par contre, là, on a notre modèle technique et là, on a TypeORM. Et si demain, je veux changer, on me dit, ah, on a 1 million de clients avec 10 millions de joueurs, avec 100 millions de personnages. La base est en PLS. On doit passer sur Cassandra, Mongo, peu importe. OK, pas de souci. Tout ce que j'ai à faire, c'est gérer mes adapteurs. C'est minime comme travail. Et tout ce que je vais avoir. Ah, les pitas. C'est vraiment minime comme travail et c'est ça qui est génial. Ce que vous voyez là, c'est le premier épisode. Je vais vous faire peur en vous disant un truc. Tac, 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 tac. Common, presenters, secondary, je suis où, je sais plus. Hop, use case, OK. Ce que vous voyez là, c'est pour le premier épisode. C'est pour le premier épisode. Je vais vous faire un peu peur, mais je vais vous dire qu'en réalité, ça, c'est pas bon non plus. On verra ça au deuxième épisode. Mais en réalité, ce qu'on abordera la prochaine fois, c'est la notion d'aggregate root et de pourquoi justement on ne devrait pas avoir de character write repository, mais plutôt un player write repository. Et qu'est-ce que ça va changer et pourquoi on va persister un personnage à travers le joueur. Et c'est tout en fait la notion du CQRS, du DDD, et c'est tout ce qui fait qu'en réalité, ce que je viens de vous dire là, dans la vraie vie, on va pouvoir le faire, de passer de Postgre à Cassandra, donc d'un relationnel à un non relationnel. C'est grâce en fait à cette notion d'injecter non pas un repository d'écriture pour un personnage, mais pour un joueur. Et donc ça, c'est ce qu'on verra ensemble la prochaine fois, ou soit directement en talk, soit directement via le webinaire qui aura lieu, je pense, courant mai. Et grosso modo, pour vous donner une idée de à quoi ressemblent les tests, si on est sur les tests unitaires, tac. Bon, ben, mon test unitaire, je vais valider en fait juste des comportements. Et en gros, je valide juste les comportements. Et ce que j'injecte, ce sont en fait, excusez-moi, je vois rien. Tac, 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 tac. Donc mon character write repository, eh bien, en fait, vous voyez que c'est du in-memory. Alors, il n'y a rien qui est installé, donc il n'y aura pas accès. Mais en grosso modo, ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le PSQL character write repository, on va avoir l'équivalent pour les tests unitaires qui va être là, qui est tout simplement de gérer ça en mémoire sur un truc qu'on appelle unit of work. Et là, au niveau de mes tests, c'est tout ce que j'ai eu à injecter. C'est un modèle technique qui est différent qu'un modèle en mémoire, donc qui n'est pas géré de la même manière. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir tester facilement et rapidement tout ce qu'on veut faire. Idem pour, je vous ai parlé tout à l'heure des stubs. Voilà, quand on est sur nos tests, donc, unit, end-to-end, je ne sais pas où je l'ai mis, mais c'est pas grave. Common, stub UID generator. Bah voilà. Bon, bah là, en fait, il satisfait l'interface qui est UID for generator interface. Et dans mon test, je lui injecte un stub parce que je veux qu'il ait cet ID. Et c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Ouais. Ouais. Au niveau du test d'intégration, tu m'as dit à la fois qu'on validait en fait que les repositories, c'est ça? Exactement. Alors, c'est hyper important. En effet, merci de me l'avoir rappelé, Tommy. Quand vous faites vos tests d'intégration, vous ne validez aucune logique métier. C'est-à-dire qu'à aucun moment, en fait, vous allez faire un test d'intégration en appelant tout use case avec du PSQL. Pas du tout. Ce que vous allez faire, c'est juste instancier un repository, appeler la méthode create avec un objet métier et valider qu'il a bien persisté. Parce que vous imaginez en fait l'effort que ça va demander au bout d'un moment de retester tous ces comportements, de réinjecter les use cases, etc. Merci Tommy de m'avoir rappelé. Et donc en effet, le test d'intégration, lui, il valide vraiment juste qu'on est capable de persister ou de récupérer en fait quelque chose. Et ça, c'est hyper important.